Alors venons-en au programme présidentiel. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Mon programme présidentiel respecte justement la Constitution en rappelant son contenu aux électeurs, en ne confondant pas l'élection présidentielle et les élections législatives. Comme je viens de vous le dire, l'élection présidentielle s'occupe de ce qui est stratégique et de long terme, alors que les élections législatives s'occupent de ce qui est tactique et de court moyen terme. C'était ça ce que certains ont appelé la diarchie, c'est-à-dire deux têtes au sommet de la République, telle que l'avait conçue Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui disait d'ailleurs dans son ouvrage Au fil de l'épée que le chef de l'État doit être au-dessus des fluctuations, l'homme en charge de l'essentiel et le garant de ses destinées. Qui s'occupe de nos jours des destinées de la France ? En réalité, personne, et c'est bien ça le problème, justement. L'article 5, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Mon programme présidentiel respecte bien la Constitution car je me situe au-dessus du clivage droite-gauche depuis la création même de l'UPR. Et vous en êtes la meilleure preuve puisque je sais que parmi vous, il y a des Français venus de tous les horizons politiques, de tous les horizons ethniques, de toutes les confessions religieuses, y compris de ceux qui n'en ont pas. Vous êtes la France et vous êtes les Français. Aucun parti politique et aucun responsable politique ne peut, comme moi, avec assurance affirmer qu'il peut faire venir à lui des Français aussi différents que vous êtes vous-même, parce que ce qui nous rapproche tous est plus fort que ce qui nous sépare, parce que nous nous rassemblons justement sur la défense et la survie de la France. Je veillerai au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et à la continuité de l'État. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je serai l'arbitre au-dessus des partis. Et pour exercer cet arbitrage, je présenterai, je l'avais d'ailleurs déjà présenté dans une conférence, voici 2 ans, preuve que j'ai de la suite dans les idées, je proposerai très rapidement une réforme constitutionnelle par référendum aux Français pour procéder à toute une série de démocratisation de notre système politique. D'abord avec la démocratisation et la professionnalisation du Conseil constitutionnel. Vous savez qu'actuellement, les membres du Conseil constitutionnel sont choisis, nommés par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, de telle sorte que l'on a en réalité des personnes qui sont issues du sérail politique et qui sont des amis des uns et des autres. Allez regarder la liste des membres du Conseil constitutionnel. Vous avez également des anciens présidents de la République qui en font partie. Moi, je propose que l'on en vienne à un système un peu comme nos amis allemands, c'est-à-dire que ce soit des magistrats n'ayant aucune prise de position politique connue, ayant eu au moins 20 ans d'expérience professionnelle et qui soient élus par les assemblées en fonction de leurs critères, de leur qualité professionnelle uniquement, avec interdiction pour eux de jamais prendre la moindre prise de décision politique que ce soit. Et qui jugeront uniquement en droit et non pas en opportunité politique. C'est notamment pour défendre la Constitution. Ce sont des choses très importantes que je dis. Nous n'aurons pas, comme certains conseils constitutionnels, certaines décisions antérieures, qui disent ce traité européen est contraire à la Constitution, donc on va changer la Constitution. Eh bien, nous aurons un Conseil constitutionnel, après cette réforme, qui dira ce traité est contraire à la Constitution, donc on ne peut pas ratifier ce traité. Nous procéderons aussi à une réforme du statut des élus. Les élus, désormais, ne pourra être éligible que quelqu'un qui ait un casier judiciaire vierge. C'est d'ailleurs le cas de tous les candidats de l'UPR. Le statut des élus, ça sera également, d'ailleurs, le fait que les élus ne pourront pas faire plus de 2 mandats successifs, sauf peut-être dans les communes de moins de 2500 habitants. Mais puisqu'un président de la République ne peut pas avoir plus de 2 mandats successifs, finalement, c'est une règle que l'on pourrait
étendre à tous les élus de la République, eh bien ceci, finalement, ferait un grand changement, n'est-ce pas ? On appliquera bien entendu l'interdiction du cumul des mandats, et nous pourrons le faire parce que précisément nous n'avons pas beaucoup d'élus encore à l'Union populaire républicaine. Et puis on modifiera également la composition, on essaiera de trouver, ça n'est pas facile, mais je pense qu'on doit pouvoir y arriver, de modifier la composition de l'Assemblée nationale pour faire en sorte, pour inciter les partis politiques à avoir une plus grande diversité des professions représentées à l'Assemblée nationale. Parce qu'actuellement, si vous retirez les fonctionnaires et les avocats, il ne reste plus grand monde. Voilà. Donc il faut qu'il y ait à l'Assemblée nationale, et c'est au moins aussi important, à mon avis même peut-être plus important que les questions de parité, il serait bien qu'il y ait à l'Assemblée nationale un panel représentatif de la société française, avec des agriculteurs, avec des ouvriers, avec des cadres moyens, des agents de maîtrise, avec des commerçants, des artisans, etc., de telle sorte que, eh bien, ma foi, puis il pourrait y avoir effectivement aussi des fonctionnaires. On pourrait y avoir aussi des chefs d'entreprise. Alors c'est difficile, il faudra trouver un système qui permette de garantir leur déroulement de carrière, mais enfin, c'est quand même comme ça qu'il faut aller dans cette direction. L'arbitre au-dessus des partis, nous supprimerons la procédure du Congrès. En tout cas, je propose, dans la réforme constitutionnelle, de supprimer l'article 89 de la Constitution, qui a justement permis de modifier la Constitution dans le dos des Français. Désormais, la Constitution, toute réforme constitutionnelle, ne pourra plus être adoptée que par un référendum, par l'article 11 de notre Constitution, c'est-à-dire qu'on devra obligatoirement demander l'avis au peuple et à la majorité des électeurs inscrits. Parce que c'est trop important. On ne peut pas changer notre loi suprême comme ça en catimini dans notre dos. Et puis, toujours, pour exercer ses fonctions d'arbitrage, il faut aussi que le président de la République soit responsable. C'est la raison pour laquelle, dans la réforme constitutionnelle que je proposerai, j'en avais déjà parlé mais je le confirme, nous rétablirons dans l'article 68 de la Constitution 2 crimes qui figurait dans la rédaction de la Constitution de 1958, rédigée par Charles de Gaulle, René Capitan et les gens qui l'entouraient, et approuvée par 82% des Français et 67% des inscrits, eh bien, ces 2 crimes ont été retirés en catimini de notre Constitution, justement par l'article 89, que l'on se propose de supprimer. Donc, nous allons rétablir dans la Constitution le crime de complot contre la sûreté de l'État. Si vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire, eh bien, ça n'est pas mon sentiment à moi. J'estime que pour retirer le crime de complot contre la sûreté de l'État de la Constitution, il fallait avoir une idée derrière la tête. De la même façon, nous rétablirons dans la Constitution le crime de haute trahison du président de la République. Parce que ce crime a été prévu par Charles de Gaulle et approuvé par 82% des Français par le référendum de 58, et puis il est passé à la trappe par une loi constitutionnelle numéro 2007-238 du 23 février 2007 dans notre dos, sans qu'on vous ait demandé votre avis, ni le mien d'ailleurs. Eh bien nous allons le rétablir et nous allons le préciser d'ailleurs, en expliquant d'ailleurs, en l'étendant, ça ne s'appliquera pas uniquement au président de la République, mais aux membres du gouvernement et aux parlementaires. Nous expliquerons que la haute trahison peut s'effectuer au profit d'une puissance étrangère, mais aussi d'intérêts privés, étrangers ou français. Nous allons instaurer le référendum d'initiative populaire, de telle sorte que désormais, on verra les modalités, mais actuellement, ce que j'ai à l'esprit, c'est un référendum où 500 000 Français pourront aller signer dans leur mairie une question qui aura d'ailleurs pu être débattue sur Internet, débattue sur TF1, renationalisée, j'en parlerai tout à l'heure, et qui deviendra une télévision qui servira de télévision interactive avec le peuple français.
Eh bien, nous allons créer un référendum d'initiative populaire de telle sorte que si, par exemple, une question est approuvée par 500 000 Français, dans la même formulation, bien entendu, que l'on peut constater que 500 000 signatures ont été déposées dans une mairie avec la pièce d'identité, cette question sera soumise pour avis, elle aura pu l'être d'ailleurs préalablement, ça sera peut-être plus pratique, au Conseil constitutionnel qui validera sa constitutionnalité. Et si 500 000 Français le demandent, eh bien la question sera posée et elle s'appliquera d'emblée, quoi que puissent penser le président de la République ou les parlementaires ou les médias. En fait, c'est le système de votation tel qu'il existe en Suisse ou de référendum tel qu'il existe en Californie. Tout ça n'a rien de très nouveau, mais c'est nouveau pour la France. Et puis, nous créerons également le vote blanc de plein exercice. Ce qui signifie, comme vous le savez, que lorsqu'il y aura un scrutin, si le vote blanc arrive en tête de tous les votes, le vote blanc sera considéré comme un vote exprimé. Et s'il arrive en tête, le scrutin est annulé, reporté d'un délai de plusieurs mois qui sera fixé par une loi organique, mettons 3 mois, réorganisé. Mais les candidats qui ont été présents au premier tour auront interdiction de se représenter au nouveau scrutin. C'est un système qui existe en Suède et en Uruguay. En fait, ça donnera un droit de révocation. Le peuple français ou les citoyens, dans n'importe quel scrutin, pourraient ainsi révoquer les candidats dont ils ne veulent pas ou dont ils ne veulent plus. Le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État, je poursuis toujours l'article 5, eh bien, ce sera l'arrêt immédiat des regroupements forcés de communes. Dorénavant, un regroupement de communes ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'un référendum auprès des populations concernées de chaque commune. La possibilité aux communes ayant fusionné de force, puisque vous savez que les petites communes de France, il est prévu que 20 000 communes au cours des années qui viennent, pendant le quinquennat qui s'ouvre, soient fusionnées alors que les Français ne sont pas d'accord, alors que les maires ne le sont pas. Et j'ai vu combien de maires qui se sont plaints de cette dictature. Eh bien, nous allons remettre en marche le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Nous autoriserons les communes ayant fusionné depuis le 1er janvier 2010 à défusionner, à reprendre leur liberté si elles le veulent. Désormais, les fusions ne pourront se faire que par référendum des populations concernées. Nous reviendrons également, et dès que je prendrai mes fonctions, je demanderai au ministère des Finances de prévoir un retour à la dotation globale de fonctionnement versée par l'État d'avant 2014. Tout simplement parce que le président de la République ne peut pas tolérer que l'on prive brutalement des collectivités locales de 35% de leur budget d'un an sur l'autre pour les étrangler, les forcer à fusionner. Parce que c'est attentatoire justement à son rôle où il doit veiller. Elle est bien faite, notre Constitution. Il doit justement veiller au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et à la continuité de l'État. Et puis, je proposerai d'inscrire dans la Constitution les communes et les départements hérités de la Révolution française, le symbole même de l'égalité et de la fraternité entre les Français, le symbole même de l'égalité des Français et des territoires. Eh bien, vous savez que les départements, il est prévu que dans notre dos, ils soient supprimés à horizon de 2020 pour avoir des grandes régions, j'y reviendrai tout à l'heure. Aucun référendum, personne ne vous en parle, aucun des autres candidats ne vous en parle d'ailleurs. En réalité, personne ne vous parle des sujets les plus fondamentaux. Est-ce que les Français sont d'accord pour qu'on supprime leur département ? Nous les inscrirons comme des maillons essentiels de la démocratie française dans la Constitution. Mon programme présidentiel respecte bien la Constitution, car il prévoit en effet que je serai le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Le garant
le garant de l'indépendance nationale, fidèle à toute notre histoire. Aux 1500 ans qui nous séparent du baptême de Clauweg, qui prend le nom romanisé de Clovis, aux 1000 ans qui nous séparent de l'accession d'Hugues Capet au trône de France. Toute notre histoire nous rappelle que la France est le pays des hommes libres. France. Toute notre histoire nous a montré que les moments où nous avons été sous une domination étrangère n'ont jamais duré longtemps, car les Français ne peuvent pas admettre de ne pas être maîtres chez eux. Et je le dis sans aucune enflure verbale, puisque je rappelle que Charles de Gaulle, c'est dans le C'était de Gaulle de Perfit, en 1962, dit un jour à l'Élysée, à Alain Perfit, qui est son ministre de l'Information, c'est d'après les accords d'Évian de 62 et la décolonisation de l'Algérie, de Gaulle dit « Eh bien voilà, après avoir donné leur indépendance à nos colonies, il va maintenant falloir que nous prenions notre propre indépendance. Les pays européens sont devenus, sans s'en rendre même compte, des colonies des États-Unis. » Voilà. Mon programme présidentiel de libération nationale consiste donc d'abord dans la sortie de la France de l'Union européenne par l'application de l'article 50. Mon programme consiste ensuite dans la sortie de la France de l'euro, qui impose juridiquement la sortie de l'Union européenne par le même article 50 du traité de l'Union européenne. Et mon programme consiste aussi, et enfin, dans la sortie de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Pour la petite histoire, je vous rappelle qu'il suffit d'écrire une belle lettre au gouvernement des États-Unis d'Amérique. Ça m'a toujours surpris. Parce que le siège est à Bruxelles. Moi, je pensais qu'il fallait écrire au siège. Non, non. Lisez l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949. Il est formel. Il faut écrire Pennsylvania Avenue, Washington, D.C., pour dire « Messieurs, nous avons décidé d'en sortir » et au bout d'un an, c'est chose faite. Je rappelle que le titre 1 de la Constitution, le premier grand chapitre, s'appelle « De la souveraineté ». Je vais donc demander aux autres candidats comment leurs programmes s'articulent et comment leurs programmes sont constitutionnels et conformes à la Constitution. Le garant de l'intégrité territoriale. Je suis là aussi le seul candidat à alerter les Français sur les risques graves, réels et concordants de désintégration de la République française sous l'effet de la politique des eurorégions et des réformes territoriales. J'alerte mes compatriotes et je propose de réduire, moi, les régions au rang de simples établissements publics régionaux, comme c'était du temps de Pompidou. Je ne veux plus que ce soit une collectivité locale à laquelle de plus en plus on donne de plus en plus de pouvoir au détriment de l'État et où de plus en plus nos dirigeants sont en train de leur dire « allez travailler, allez voir ce qui se passe du côté de Bruxelles ». Je rappelle que voici ici la carte établie par l'European Free Alliance, qui a proposé une Europe des régions ethniques. C'est un document qui circule depuis une quinzaine d'années dans les couloirs du Parlement européen. On voit notamment que Corsica est devenue indépendante. C'est d'ailleurs ce que réclame Jean-Guy Talamone, président de la collectivité de Corse, qui a dit « Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne ». On voit que Catalunya, la Catalogne en Espagne, est devenue indépendante, en ayant d'ailleurs rattaché à elle le département des Pyrénées-Orientales. Si vous allez sur Wikipédia, le département des Pyrénées-Orientales français est déjà appelé Catalunya Nord. On voit le Pays basque, País Vascos, à la fois sur l'Espagne et sur une partie du département français des Pyrénées-Atlantiques. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2017, le gouvernement a fait fusionner
158 communes françaises du département des Pyrénées-Atlantiques en une seule collectivité qui s'appelle Pays Basque et qui correspond exactement au pourtour français de cette entité País Vascos, destinée à devenir indépendant dans le cadre de l'Union européenne. Il faut savoir que la Bretagne, ici, avec le département des Pyrénées, de la Loire-Atlantique qui lui est rattaché, est désormais il a trouvé des porte-paroles, et pas des moindres, puisque M. Patrick Lelay, l'ancien PDG de TF1, veut l'indépendance de Brest dans le cadre de l'Union européenne. Dans cette carte, il était question d'une province Occitanie. Ben tiens, M. Hollande nous l'a créée, la province Occitanie. Le marché commun qui n'était qu'une entité commerciale, une entité marché commun, devient une entité ayant vocation à devenir un État, l'Union européenne, avec des politiques étatiques, battant monnaie, qui, contrairement à ce que vous pensiez, ça ne sera pas France, Italie, Espagne, Portugal, non. Le projet actuellement en cours, c'est d'avoir des États-Unis d'Europe constitués de Flanders, Bresse, Scotland, Galicia, País Vascos, Occitania, Alsace, Savoie, Corsica, c'est de ça qu'il s'agit. Mon projet à moi, c'est tout simplement que la France reste la France. Article 14. Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et réciproquement. Eh bien, mon programme présidentiel respecte bien la Constitution, car je présente une vision lucide et cohérente de la politique étrangère de la France et de son rôle dans le monde. Je propose d'assurer le rayonnement et l'indépendance de la France avec le grand retour d'une politique d'amitié et de coopération de la France avec la Russie, avec la Chine, avec le monde arabe, avec le monde arabo-musulman, avec le monde latino-américain. La France redeviendra le porte-parole de la liberté des peuples du monde et nous aurons la volonté de redonner tout son pouvoir à l'Organisation des Nations Unies conformément à la charte fondatrice de cette institution. Nous mettrons fin à la France-Afrique. Mais nous développerons une nouvelle ère de coopération égalitaire avec les pays d'Afrique parce que tant et tant de choses nous lient à nos amis africains, à la fois par l'histoire, par la langue, par les commerces, par l'éducation, par les échanges culturels, par les migrations et par les familles. Et puis la France adoptera une politique planétaire, pacifiste et réfléchie, veillant à donner à l'espace francophone mondial sa dimension politique et non alignée. Nous nous rapprocherons ainsi du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique du Sud et des BRICS. En fait, je suis le seul candidat à vous proposer une vision du monde du troisième millénaire, une vision du rôle de la France. Au troisième millénaire, nous refusons cet apartheid planétaire que constitue la construction européenne. Nous refusons
Nous refusons cette théorie du choc des civilisations qui voudrait qu'il y ait d'un côté des peuples serviettes et de l'autre des peuples torchons. Nous voulons redonner tout son pouvoir à l'ONU et nous voulons redonner aussi tout son pouvoir à la francophonie et à nos liens avec les pays francophones. Je l'ai montré tout à l'heure lors de la conférence de presse, comme lors de ma première conférence de presse. Je m'exprime, sauf ici, puisqu'il y avait une vidéo, mais je m'exprime et je m'exprimerai pendant toute cette campagne devant les 3 drapeaux réunis de la République française, de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation internationale de la francophonie. Et à ce propos, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que nous allons procéder à une véritable libération mentale de la France. Nous allons complètement changer le paradigme dans lequel on nous a enfermés. Nous allons rouvrir la France sur l'universel. Nous n'allons plus limiter nos amitiés, nos ambitions à un petit périmètre qui irait de Gibraltar jusqu'au Cap Nord, de l'Algarve portugaise jusqu'à la Laponie finlandaise. Nous allons faire de la France de nouveau une puissance universelle et nous allons renouer avec la francophonie. Et la francophonie, c'est exaltant, puisque la francophonie, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, la langue française est en plein essor au niveau planétaire. Ici, je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous faire ressentir, et peut-être, comme ça me l'a fait pour moi, vous faire frissonner devant le monde d'aujourd'hui, le monde de demain qui nous attend, le grand retour de la France dans le monde et parmi nos amis de la communauté francophone. Voilà, la France universelle est de retour avec la langue française et avec nos partenaires de la francophonie. Ça n'est pas vrai que nous sommes condamnés à devenir des vassaux des anglo-saxons et des États-Unis d'Amérique. Nous devons brandir haut la francophonie dans le monde d'aujourd'hui et de demain. L'article 15, le président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. Mon programme présidentiel respecte la Constitution car je présente une vision claire, cohérente et réfléchie de la politique de défense de la France. La priorité à la paix mondiale et à l'indépendance de la France vis-à-vis du monde entier grâce à un budget décent. Avec le retrait de la France de l'OTAN, avec le rappel immédiat de nos troupes présentes dans des guerres illégales, avec la redéfinition d'un nouveau livre blanc de la défense nationale, affirmant la volonté de la France de n'appartenir à aucun bloc militaire, de sanctuariser le territoire national par la force de frappe nucléaire, parce que, comme le dit l'adage romain, si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Nous devons faire attention, justement, à préserver notre paix grâce au legs, là aussi, historique de Charles de Gaulle. La volonté de la France d'avoir une politique de défense erga omnes, c'est-à-dire que nous n'aurons plus d'ennemis désignés. Et puis, je vous assure de la fin de l'appauvrissement et de la paupérisation des armées françaises. Le budget de la défense, qui est en pension, sera porté de 1,6% du produit intérieur brut à 3% du PIB, ce qui ne sera que revenir à ce qu'il était en 1981, parce que désormais les armées françaises sont au bord du collapsus. De cette sorte, d'ailleurs, nous suivrons un mouvement général, puisque je rappelle que la Russie, la Chine et les États-Unis d'Amérique ont décidé de doper considérablement leur budget militaire. Nous devons avoir une force qui soit à la mesure de la France, bien entendu, mais qui soit notamment capable d'assurer notre sécurité, notre indépendance nationale et aussi la surveillance de notre zone économique exclusive maritime, qui, je le rappelle, est la deuxième zone économique du monde. Eh bien voilà, c'est ici que s'arrête le programme présidentiel.
Mais notez bien que c'est ici que commence le programme législatif. Et notez bien que les autres candidats à l'élection présidentielle ont omis la première partie.